Alors, Louis est né un 29 décembre. C'est dramatique. Qui est né dans la salle entre le 23 janvier et le 31 décembre? Qui est né entre le 23 janvier? Il y en a un, deux, décembre, quoi. Décembre. Donc, t'as jamais de cadeau, quoi? Non, il n'y a jamais de cadeau. C'est vrai. Donc, t'es un garçon... Non, mais où c'est plus perturbant, c'est quand vous êtes un compétiteur, vous faites du sport. Parce qu'en étant né le 29 décembre, vous êtes encore dans l'année précédente. Si vous étiez né 3 jours plus tard, vous gagnez un an quand vous faites de la compétition. Donc Louis ça m'a porté préjudice. Ouais. Est ingénieur avec l'étude. Alors, c'est quoi ton diplôme de météorologie, c'est ça? Oui, c'est ça, météorologiste de l'École nationale de la météorologie en France. Il y en a une qui appartient à Météo France. Hein. Et ton premier job, tu étais chez Météo France, tu sais quoi exactement? Pendant 15 ans, je faisais de la prévision, j'ai appris le métier. Vous savez, quand on apprend le métier de météorologiste, on apprend d'abord à observer les nuages. À savoir qu'il y en a 9 sortes de nuages, et puis après on leur met des adjectifs. Et puis c'est grâce à ces nuages qu'on peut voir le temps au-dessus de nos têtes évoluer. Comme ça qu'on peut anticiper, qu'on peut, voilà, donc observateur. Et puis après on fait, aujourd'hui d'ailleurs ça a amené quelques questionnements, on envoie des ballons sondes. Moi j'ai envoyé des sondes, des ballons absolument, qui aujourd'hui... Moi c'était des ballons météorologiques. Alors, et puis après on devient prévisionniste. 1995, tu rejoins la chaîne Météo. Alors cette chaîne, je sais pas, qui regarde la chaîne Météo là? Bon, grosse audience quand même. Hein, là, c'est. Non, mais elle existe toujours. Oui, elle existe toujours puisque. Et c'est financé par quel argent quand même? Aujourd'hui, c'est le Figaro qui possède la chaîne Météo, en tout cas le groupe qui gère le Figaro et qui, au-delà d'avoir encore, je crois, une petite audience sur la télévision, fait surtout de l'information par Internet, par mobile. Enfin voilà, c'est plutôt par ce moyen-là qu'il concurrence un peu entre guillemets Météo France. Et donc, tu avais une émission à l'époque, 13 minutes, c'est ça? Ah oui, parce que je suis passionné d'aéronautique, donc j'avais enfin réussi dans ce paysage, au-delà de Bernard Chabert, d'avoir une petite émission de 14 minutes sur laquelle on parlait un peu d'aéronautique. Et voilà, je joignais l'utile à l'agréable. Alors en 2009, donc tu rentres sur l'ancêtre de CNews, iTélé à l'époque. Exactement. Comment t'es arrivé là-bas? J'arrive là-bas tout simplement, j'ai eu cette chance-là dans toute ma partie médiatique, c'est qu'en fait on vient me chercher à chaque fois, donc ça c'est assez pratique et confortable, et donc effectivement de la chaîne Météo, même avec cette petite audience, il y avait beaucoup de patrons, il a du talent, le monsieur, ouais, celui-là il n'est pas trop mauvais, donc hop, et donc c'est comme ça que j'ai intégré le groupe Canal avec iTélé pendant quelques années. Ouais. 2010, donc tu rejoins TF1 et la fameuse... Evelyne Delia, voilà. Oui, là c'est Nonce Paolini qui était le patron de TF1 à l'époque, qui m'écoutait sur RTL, qui dit moi je sais qu'il nous faut, et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé. Et comment vous partagez le truc là? C'est une fois chacun, vous dites rapide ou face? Qu'est-ce qu'elle fait Evelyne? Qu'est-ce qu'il fait Louis? Evelyne, qui est la plus ancienne, fait la base, elle fait du lundi au jeudi, et puis ensuite avec Tatiana on fait un week-end sur deux en alternance, mais comme on n'est que 3 à tourner, quand il y a des vacances, faut remplacer l'autre, et donc ça revient finalement assez vite. Donc la météo sur TF1, il y a combien de millions de personnes qui regardent? Là, on est entre 5 et 7 millions de personnes sur chaque bulletin. Et puis au fur et à mesure que le mauvais temps arrive, et notamment quand il y a des épisodes de neige, moi mon record c'est 11 millions de personnes. 11 millions de personnes sur une prévision de neige. Il y avait neige en pleine prévue, notamment en région parisienne. Et donc là, aussitôt, ça fait des pics d'audience et d'attente. Et ils ont vendu combien les spots publicitaires avec 11 millions de personnes? Ils ne savaient pas qu'on allait faire autant, mais c'est une moyenne. Mais c'est clair que, d'ailleurs, Nonce Paolini, quand il m'avait recruté, m'avait dit, vous savez, on va vous scruter parce que vous allez être un peu le porte-monnaie de TF1. C'est-à-dire que les annonceurs qui sont avant et après la météo, c'est effectivement dans les tarifs les plus élevés parce qu'il y a une constante. C'est-à-dire que la météo, quel que soit le jour, c'est toujours très, très regardé, curieusement. Ouais. Donc Louis, c'est TF1, c'est également RTL. Depuis combien de temps, rédacteur en chef? RTL, 21 ans. 21 ans, quoi. Ouais. C'est un sport différent, la télé par rapport à la radio. Lequel tu préfères? Les deux se complètent. Moi, c'est une chance de pouvoir faire les deux. La télévision, il y a déjà l'image, donc on peut faire du commentaire, mettre des nuances. Et puis sur la radio, c'est une voix qui doit véhiculer un message à travers une géographie. Donc on doit être un peu plus précis, citer des régions, ce qu'on n'est pas obligé de faire en télévision. Donc les deux se complètent parfaitement. Et puis la radio, c'est un média de proximité. C'est-à-dire que moi, dans le studio, j'ai les images en permanence. C'est-à-dire que si je vois un phénomène particulier,
réactif, immédiat. En télévision, il faut que ça passe par tout un circuit de validation. Donc, une carte, quand elle est préparée, elle peut pas être modifiée 1h30 avant le passage à l'antenne parce que ça rentre dans un cycle de fiabilité et il faut qu'il n'y ait jamais de noire antenne. Je ne sais pas si on a pensé à ça depuis que TF1 existe, on n'a jamais eu de noire antenne. On a eu des plantages, il y en a eu un sur un 13h il n'y a pas très longtemps, mais on n'a jamais eu un noire antenne, ce qui veut dire qu'il faut toujours anticiper, avoir des systèmes redondants pour que, effectivement, il y ait toujours quelque chose à l'antenne. Et aujourd'hui, donc, ton agenda, sans vouloir être inquisiteur, hein, le matin, tu te réveilles, tu fais un petit footing, tout ça, mais c'est quoi l'agenda, le quotidien de Louis Baudin ? C'est d'abord le fil conducteur de météorologie, parce qu'il faut que je sois au courant tout le temps, que je sois en vacances ou au travail, de toute façon. Tu regardes le ciel, non ? Non, il faut un peu plus que ça si on veut être à peu près fiable, ce qui n'est pas toujours gagné, hein, je le reconnais. Non, ça commence à 6h le matin, 7h, 9h, c'est la tranche sur RTL, et puis quand je suis à TF1 derrière, je vais à TF1 à 10h, je vois les infographistes, je participe à la conférence de rédaction, parce que comme vous l'avez vu, on le constate, la météo est de plus en plus dans les sujets, dans les préoccupations, donc on intervient aussi dans les sujets qui passent dans les 20h, et puis soi-même on peut être sollicité pour animer ou expliquer un phénomène qui se passe soit en France soit à l'étranger, donc voilà, ça fait des journées bien remplies, puis il y a la session du midi, puis de nouveau on recommence pour le soir, puis comme la météo elle change en permanence, donc on change notre discours, on a ce qu'on appelle des modèles pour faire la prévision, on en a 4 par jour, ça arrive du monde entier, et donc en permanence on suit cette évolution pour corriger ou confirmer une prévision. Et alors comment, avec quasiment 10 milliards de cerveaux intelligents sur Terre, on n'est pas capable de prévoir un tremblement de terre, à l'image de ce qui se passe malheureusement en Turquie, en Syrie? Qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir prédire les choses? Mais tout simplement parce que déjà, ça me permet d'introduire une notion fondamentale, c'est qu'on n'est rien par rapport à l'histoire de la Terre. Il faut comprendre ça. 4,5 milliards d'années que la Terre respire, sans nous, avec nous. Elle ne nous a pas attendus, avec ses irrégularités, avec sa vie. Et la croûte terrestre sur laquelle nous vivons, en dessous, il y a un magma qui bouge en permanence, qui fait d'ailleurs que les continents continuent à bouger. Vous savez qu'il y a 4 milliards, non, un peu moins, il y avait un seul continent sur Terre, puis hop, ça s'est craquelé, et puis ça bouge. Un jour, il n'y aura plus de Méditerranée. Il n'y aura plus de Pilat, il n'y aura plus de Pilat. Le Pilat, il sera encore là, mais il n'y aura plus de Méditerranée. On passera d'Afrique en Europe à pied. On s'éloigne de nos cousins américains de 1 à 2 cm par an. Voilà, ça bouge en permanence. Et la connaissance de cette croûte terrestre, on ne la connaît pas bien. Donc aujourd'hui, les meilleurs pour faire ça sont les Japonais qui arrivent, disent-ils, à prévoir un tremblement de terre 10 à 15 secondes. 10 à 15 secondes 10 à 15 secondes avant qu'il arrive. Donc, mais 10-15 secondes, ça permet soit de sortir, soit de se mettre à l'abri. Voilà, mais il faut réagir vite. Mais au-delà, on ne sait pas faire. Le réchauffement climatique, c'est un peu tarte à la crème, mes questions, mais est-ce que ça influence vraiment beaucoup la météo? Bon, si tu réponds non, c'est fini la soirée. Oui. Non, alors ça, c'est intéressant, c'est qu'il faut bien distinguer la météo du climat. C'est-à-dire que sur la météorologie, le réchauffement climatique, il n'a pas une influence que l'on peut mesurer tous les jours. Il fait froid, il fait chaud. Il y a des épisodes de canicule comme l'été dernier. Il y aura peut-être de nouveau des épisodes de froid. Aux États-Unis, en ce moment, il y a un épisode de froid. Au Brésil, cet été, c'était l'hiver chez eux. Ils ont battu un record de froid. Donc on ne s'arrête pas à ça. Mais c'est le bruit de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a indubitablement des moyennes qui bougent et en permanence à la hausse. Donc ça, c'est indubitable qu'il y a la moyenne des températures qui, en permanence, montent. Alors ça s'est un peu ralenti ces dernières années, donc je veux dire, c'est un peu rassurant. Mais en tout cas, c'est certain qu'il y a un réchauffement actuel en température moyenne, à distinguer des événements qui se produisent au jour le jour, qui ne sont pas toujours attachés au réchauffement. Alors, bon, le tremblement de terre, 10-15 secondes, c'est assez effrayant, mais c'est déjà ça. La vigne, il y a des zones gélifères qui sont monstrueuses, il y a des problèmes de grêle également. Ça, on ne peut pas le prévoir non plus. Non, on est encore... on essaye. Je sais que Météo France, par exemple, travaille sur un modèle qui va essayer de prévoir à quelques heures est-ce que l'orage va passer dans cette vallée, sur cette zone-là ou pas. Mais on n'a pas encore la réponse. Aujourd'hui, on sait faire à l'échelle d'un département, mais à l'intérieur du département, on ne sait pas encore le faire. Je rappelle que la météorologie, c'est 150 ans de mesures scientifiques, situées par rapport aux 4 milliards. On est tout jeune, on découvre. C'est une science très, très jeune. André Breuil, un astrophysicien que j'ai eu la chance de côtoyer, qui avait trouvé les anneaux de Saturne, me racontait, mais Louis, t'imagines pas, on est au début de l'histoire. Il me disait, moi, quand mes collègues, il était très drôle, dans 1000 ans, ils diront, oh, Breuil, il avait de la chance, il était au début de l'histoire. Oui. Mais oui, on est au début de l'histoire, dans notre rapport à la nature et autres. Alors, évidemment, on a des hypothèses,
le GIEC, qui aujourd'hui nous dit, en fonction de nos connaissances, ouais, les hommes, là, il faudra changer votre comportement, parce que manifestement, on laisse une empreinte que la nature a du mal à absorber. Voilà où on en est. Ouais. Après, dans quelle mesure, comment, il y a encore plein de domaines d'inconnus. Moi, au-delà de 6-7 jours, je suis incapable de vous dire le temps qu'il va faire. Ah, c'est déjà pas mal, si alors que j'ai des ordinateurs partout sur Terre, des capacités de calcul monstrueuses, des satellites de plus en plus performants, des observations partout, et je bute. C'est-à-dire qu'au-delà de 5-6 jours, j'en sais rien. Donc je sais pas si au ski il fera beau la semaine prochaine. Non, j'en sais rien. Tu peux te renseigner un peu quand même. Ouais, alors la pollution là, est-ce que je sais pas, il y a une grande ville comme Paris où il y a un maire actuel là, qui dit il faut pas rouler la voiture, tout ça, ça pollue, ça change tout. C'est vrai ou c'est faux? Alors ça introduit une autre notion qui est fondamentale. La pollution, ça n'a pas de frontières. Ça me fait rire quand on dit, alors nous, on va faire ici ça. Non. C'est-à-dire que quand on pollue à un endroit, ça se déplace avec les vents et on pollue ailleurs. C'est-à-dire que nous, on aura beau être les plus propres possibles en France ou dans certaines villes, ça ne changera rien parce que ça circule. Et notamment, malheureusement, on a vu qu'on a réactivé l'industrie du charbon, d'usines à charbon. Je peux vous dire qu'en ce moment, avec les vents est qui ont dominé, nos amis allemands, ils nous ont envoyé une pollution tout à fait passive et qu'on subit, et même si nous, on essaye d'être un peu plus vertueux. Donc on est tous solidaires. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, régler le problème du changement climatique, de la pollution, c'est d'une action humaine qu'on n'a jamais eu à relever. C'est-à-dire ces 8 milliards d'individus qui doivent ensemble agir pour pouvoir avoir des résultats. Louis, est-ce que la météo a influencé l'histoire de France ou l'histoire du monde? Oui, mais bien sûr. La plus terrible, c'est Waterloo. C'est hallucinant. J'ai fait ça avec un historien. Waterloo, il avait plu la veille de Waterloo. Napoléon qui recule jamais, allez on y va, c'est grognard y aller, sauf qu'ils étaient complètement lourds avec leur redingote qui était chargée d'eau. Donc déjà, pas le moral. Ensuite, ils mangeaient des choses qui étaient complètement pourries. Et le dernier élément, c'est que Napoléon envoyait toujours son artillerie. Il avait une artillerie très performante, sauf que ce jour-là, comme il avait plu énormément, ces boulets incendiaires, au lieu de ravager les premiers rangs des ennemis, se fichaient en terre et n'avaient quasiment pas d'effet destructeur, entre guillemets. Oui. Et donc, quand ces grognards ont attaqué, ils étaient moins affaiblis que d'habitude, ce qui a laissé le temps aux Prussiens d'arriver, puis on connaît l'histoire et malheureusement la fin. Donc oui, la météorologie peut avoir une influence énorme. Tu es passionnant, Louis. Est-ce que tu interviens parfois en entreprise? Tu peux faire des choses comme ça? Très souvent, parce que mon combat et mon histoire, c'est 40 ans d'expérience de la météo, et j'ai envie de communiquer, j'ai envie d'introduire toutes ces notions-là. Je disais le côté international, le côté... je suis copain avec le maire de... J'adore le golfe du Morbihan, c'est pour moi un des plus beaux endroits du monde. Je connais Roland Tabar, qui est le maire d'Arzon, et qui me dit, Louis, regarde, moi, ma ville, maintenant, elle est totalement propre. Il n'y a plus rien qui est rejeté dans le golfe. Oui. Mais je lui disais, Roland, là, regarde le courant de 7 nœuds là, qui rentre et qui sort. L'eau, là, elle a fait le tour du monde en 6 mois, 7 mois. Si elle a été polluée ailleurs, elle arrive malheureusement, polluée. Elle sera... Oui. Donc, voilà, on est tous ensemble et on doit tous maintenant réagir et se comporter comme ça. Tu as toujours été très sportif, un peu plus jeune, l'athlé. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait en athlète? Tu étais champion de quoi? Île-de-France, régionage, 3e de championnat de France de 4 x 1000, je du demi-fond, gagné. Alors, tu as été aussi prof de tennis et de voile, et ça doit être génial pour draguer les filles. Pour draguer les filles, prof de tennis et de voile. Et puis surtout pour partager une passion, parce que c'est. Aussi. Tennis et voile, aussi quoi. Alors, tu as côtoyé, tu adores la voile, tu as côtoyé pas mal de personnes, certains ont disparu, comme par exemple Florence Artaud ou Paul Vatine, le Havrais Paul Vatine. Si je suis arrivé dans les médias, c'est grâce à la voile. Moi, tout au départ, je suis devenu météorologue parce que je voulais faire de la course au large, je voulais faire de la voile, qui est une vraie passion. Et en fait, j'ai réussi, grâce à la météo, à rentrer dans ce milieu de la course au large, qui est un tout petit milieu. Quand je suis rentré dedans dans les années 90, il y avait 5-6 bateaux comme ceux de Florence Artaud, donc avoir sa place sur ces bateaux-là, c'était assez compliqué. Donc moi, j'avais travaillé à la météo pour être bon dans ce domaine-là, et j'ai eu la chance que Florence Artaud me fasse confiance et que je sois dans le sillage quand elle bat le record de l'Atlantique. C'est moi qui faisais le routage, ou qu'elle gagne la route du Rhum, j'étais dedans. Donc je suis rentré dans ce milieu-là dans lequel je me suis éclaté pendant 15 ans, soit comme navigateur, soit comme routeur, soit comme conseiller auprès d'organisateurs. Et puis ensuite, les médias m'ont vraiment totalement accaparé. Donc j'ai quitté, en tout cas professionnellement, ce milieu-là, mais j'y suis encore. Là, j'ai navigué récemment avec Franck Hamas sur Gitana, là, qui a gagné la route du Rhum. Ça va être magique, ça. On vole. Là, le jour où je suis sorti, on convoyait le bateau pour le départ de la route du Rhum. On a fait une pointe à 49 nœuds.
avec un bateau qui fait 32 mètres de long, 23 mètres de large. C'est extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Pompier, quoi. Et pour terminer, tu aimes les bonnes choses. Ton meilleur souvenir de restaurant, puis après on parlera, comme tu es né à Reims, de Champagne. En restaurant, c'est Trois Gros. Trois Gros, c'est ce qui t'a le plus ému, quoi. Quand il était encore à Roanne. Ouais. Là, je ne suis pas retourné, il faut que j'y retourne. Et côté vin, donc tu es né à Reims, donc je suppose que tu aimes bien les petites bulles. Là. Les petites bulles, ouais. Tu as un souvenir peut-être de vin avec ou sans bulles? C'était au Craillère où j'ai eu la chance de faire un déjeuner accompagné de champagne. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais j'avais jamais bu de champagne en fait avant. C'était une escroquerie, là, on m'a eu. Et puis là, j'ai découvert Claude Aiguaz de Philippona, Amour de Deutz, Grande Année Bollinger. Enfin voilà, on peut continuer. Ou un Rosé Bicard Salmon. Puis on fait largement un dîner avec tout ça et on se régale. Quoi. Voilà, c'est exactement ça. On travaille sur cette météorologie-là. Enfin, je dis on. Moi, je ne suis pas dessus, mais c'est clair que la NASA, que tous les grands centres aujourd'hui qui travaillent sur ce voyage vers Mars travaillent effectivement sur une météorologie qu'on commence à... C'est le début. Ouais, c'est le début. Là aussi, c'est le début. Mais c'est clair, avec des phénomènes de vent beaucoup plus violents, avec des déplacements, avec des centres d'action, enfin voilà, tout ce qui existe sur Terre et qui là-bas existe sous une forme totalement différente, parce que Mars tourne d'une manière différente, n'a pas cette différence que nous on a, qui nous crée les saisons, puisqu'on a une orbite qui bouge autour de notre rotation autour du Soleil. Et il n'y a pas du tout les mêmes choses sur Mars, donc il y a à retravailler sur cette météorologie. Alors déjà, constater ce qui se passe, et alors peut-être un jour faire une prévision, on verra. Puis planter de la vigne sur Mars, imagine. Quand même. Bon, donc il devait être... Le dernier bouquin, c'était quoi? Le dernier livre? C'était Nous sommes tous météosensibles. Justement, dans ma quête de s'intéresser, de lever le ciel, il faut savoir que là, en ce moment, on subit la météo. Là sur notre peau, on a une pression. Ouais. C'est 1 kg par centimètre quand même. Ouais. Heureusement, on équilibre. Ouais. Mais ça bouge. L'humidité autour de nous. Donc on vit, depuis qu'on est, on vit dans la météorologie. Donc forcément, on est météosensibles. Donc voilà, prenons soin de cet environnement. Je vais dire ça à Virginie Calmès parce qu'on a 2 trucs à régler. Bon, en tout cas, Louis devait être parfait. On l'applaudit très chaleureusement. Merci d'être venu parmi nous, Louis. Puis bravo. Merci.